Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vu les circonstances liées aux pandémies Covid-19, donc le cours en présentiel sera remplacé par un cours à distance. Donc on aura Inch'Allah un rendez-vous hebdomadaire pour continuer notre travail sur l'économie monétaire et financière. Je tire votre attention que ce cours est destiné aux étudiants du quatrième semestre pour l'ensemble 1 et 2 de la faculté sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Shams. On va commencer le chapitre 3 qui concerne la relation entre la monnaie et l'inflation par une présentation d'un aperçu général sur l'inflation. Pour définir l'inflation, on peut dire que c'est une perte de pouvoir d'achat engendrée par une hausse des prix. Mais pas, on ne peut pas dire que toute hausse des prix est synonyme d'inflation. Parce que pour que qu'une hausse des prix soit inflation, ou qualifiée d'inflation, il doit avoir trois caractéristiques essentielles. Il doit être généralisé, durable et auto-entretenu. Généralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hausse des prix qui concerne un bien ou quelques biens et services n'est pas qualifiée d'inflation. Pour parler d'inflation, la hausse des prix doit être généralisée. Il concerne un panier de biens et services. Durable, il concerne le long terme. On ne peut pas parler de l'inflation ou d'une hausse des prix qui concerne une courte période autant que inflation. Et bien sûr, il doit être auto-entretenu. Ça veut dire que l'augmentation de prix d'un bien engendre l'augmentation d'autres biens. Donc si on a ces trois caractéristiques d'inflation, donc si on a une hausse des prix qui est généralisée, durable et auto-entretenue, dans ce cas-là, on peut qualifier cette hausse des prix autant que inflation. Maintenant, si on évoque cette notion d'inflation, on doit évoquer aussi d'autres concepts. Donc si on parle de l'inflation, on doit parler de déflation, on doit parler aussi de désinflation ou bien même de stagflation. Donc si on parle de déflation, c'est tout à fait le contraire de l'inflation. Donc si on parle de l'inflation autant qu'une hausse généralisée des prix, la déflation c'est une baisse aussi généralisée des prix. On peut parler même, donc si on parle aussi de déflation, la déflation peut désigner aussi une politique économique qui vise à réduire brutalement la demande afin de faire baisser les prix à la consommation. La désinflation, c'est autre chose. La désinflation, ce n'est pas la déflation, ce n'est pas une baisse généralisée des prix, ce n'est pas une baisse de taux d'inflation, non. C'est une baisse de rythme d'augmentation de l'inflation. Si on prend l'exemple, si on a une augmentation annuelle d'inflation, on passe de 2 à 5%, de 5 à 9%. Donc on a augmentation pour la première période de 3 points et après on a 4 points. Donc si pour la troisième année on a de 9 à 10, donc on a seulement une augmentation d'un point. On parle d'un ralentissement de rythme de l'inflation. Donc l'inflation, le taux d'inflation augmente toujours, mais le rythme qui baisse. Donc on parle d'une baisse de rythme de l'inflation. Dans ce cas-là, on parle de désinflation. On a aussi une notion très intéressante, c'est la notion de stagflation. Donc c'est un mot composé qui se compose de deux parties. La première partie, c'est la stagnation. Et la deuxième partie, c'est l'inflation. Donc c'est un cas exceptionnel où on trouve la stagnation, donc la récession économique, la récession de l'économie, plus de l'inflation. Donc c'est un cas spécial. Pourquoi? Parce qu'on a derrière ce concept, on a un paradoxe. Quel est ce paradoxe? Généralement, lorsqu'on parle de l'inflation, il n'y aura pas une récession. Inflation, synonyme de croissance économique parce qu'on a une augmentation, une demande qui est supérieure à l'offre. Donc, ce qui cause l'inflation, c'est que on n'a pas les moyens pour élargir la capacité productive pour qu'on a
une offre qui répond à la demande. Si on n'arrive pas à équilibrer, ça veut dire augmenter l'offre pour répondre à la demande, il y aura l'inflation. Pour le cas de stagflation, on n'aura pas cette possibilité parce que on a deux situations paradoxales. On a de l'inflation et à la fois on a la stagnation. Sans oublier aussi un outil très intéressant qu'on utilise dans le cas d'inflation pour le calcul des agrégats macroéconomiques. Si on parle par exemple de déflateur, donc si on veut définir le déflateur c'est un instrument qui permet de corriger les grandeurs économiques. Corriger, ça veut dire éliminer les effets de l'inflation. C'est pour cela on voit plusieurs agrégats macroéconomiques, on parle de deux valeurs, la valeur nominale et la valeur réelle. Donc la différence, c'est que la valeur réelle, c'est la valeur nominale sur le déflateur, c'est l'indice des prix. Ça veut dire on essaie d'éliminer de la valeur nominale, d'éliminer les effets d'inflation pour avoir la valeur réelle. Si on prend l'exemple de PIB, produit intérieur brut. Donc le PIB nominal, dans ce PIB, on a la valeur réelle plus de l'inflation. Donc si on utilise le déflateur, ça veut dire on élimine de la valeur nominale, on élimine l'inflation pour avoir la valeur réelle. Maintenant, on a présenté l'inflation, on a défini l'inflation, on a aussi présenté quelques concepts qui sont proches de l'inflation. On va passer maintenant à la présentation des causes de l'inflation. Maintenant, on va présenter la partie courant de pensée. Ça veut dire le background théorique des causes de l'inflation avant de parler des causes de l'inflation d'une manière plus palpable et plus pratique. La première théorie, donc on a plusieurs courants de pensée. On peut parler de la théorie quantitative de la monnaie. On va parler aussi de la théorie monétariste. Aussi, on va évoquer la thèse keynésienne ou la théorie de gap inflationniste, sans oublier bien sûr l'analyse qui est un peu l'analyse marxiste qui est un peu extrémiste. Donc si on parle de la théorie quantitative de la monnaie introduite par Alfred Marshall et Evelyn Fisher, donc on se base essentiellement sur l'équation de théorie quantitative de la monnaie. Donc on a le MV est égal PT, ça veut dire la masse monétaire fois la vitesse de circulation de la monnaie est égale au niveau général des prix fois le volume de transaction. Donc si on fait une analyse à court terme, on suppose que la vitesse de circulation de la monnaie, elle est négligeable. Donc la vélocité à court terme est nulle. La même chose pour le volume de transaction. C'est pour cela, on suppose, ou pour la théorie quantitative, elle suppose que toute augmentation de l'offre de la monnaie va engendrer directement une augmentation des prix. Donc on voit si l'offre de monnaie est stable, les prix seront aussi stables. Mais si on a une offre de monnaie qui augmente, il y aura bien sûr la répercussion directe sur l'augmentation des prix. Pour les monétaristes, la cause principale de l'inflation, c'est la monnaie. Mais il faut faire la différence entre l'analyse à court terme et l'analyse à long terme. L'analyse à court terme, les monétaristes pensent que la pression se fait sur les prix et sur les quantités. Mais à long terme, la pression se fait essentiellement sur les prix. On va expliquer davantage cette idée. À court terme, l'offre de la monnaie s'oriente principalement à la consommation. Donc si on a des injections monétaires, ça veut dire la quantité consommée ou le niveau de la consommation va augmenter. Ce qui dit que la quantité demandée en général va augmenter. Il y aura un déséquilibre entre la demande et l'offre. Donc la demande sera supérieure à l'offre. Dans ce cas-là, il y aura une pression sur les prix. Donc il y aura une augmentation des prix. De ce fait, on dit que à court terme, il y a une pression sur la quantité demandée
qui engendre bien sûr une augmentation des prix. C'est pour cela, dans l'analyse à court terme, on parle d'une pression sur les quantités et sur les prix. À long terme, l'offre de la monnaie va être répartie en deux parties. Une partie à la consommation, une partie à l'investissement. La partie destinée à la consommation va augmenter, bien sûr, la demande. On parle de la demande globale. Et la partie investissement, il permet d'élargir la capacité productive. Dans ce cas-là, on parle d'une augmentation de l'offre globale. Donc, il y aura une certaine proportionnalité entre l'augmentation de la demande globale et de l'offre globale. Il n'y aura pas un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pour cela, on ne peut pas parler de l'inflation générée par la demande et une pression sur les quantités demandées. Mais, bien sûr, lorsqu'on est dans une analyse à long terme, on peut parler de l'augmentation des salaires dû bien sûr aux revendications syndicales, et en plus que à long terme, le prix de l'énergie et de la matière première ne sera pas stable. Il y aura quand même des augmentations puisqu'on est dans le long terme. C'est pour cela, il y aura une augmentation des coûts de production qui vont générer bien sûr une augmentation des prix. C'est pour cela, pour le long terme, on parle de l'inflation par les coûts et à court terme, on parle plutôt de l'inflation par la demande. Maintenant, on va évoquer la cause de l'inflation selon Keynes. Pour Keynes, il pense que il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre qui engendre l'inflation. Lorsque la demande est supérieure de l'offre, dans ce cas-là, on a ce phénomène d'inflation. Donc, pour revenir à l'équilibre, les prix réagissent par la hausse. Il y a une augmentation des prix. Donc, si les prix augmentent, la demande va diminuer et on va regagner l'équilibre. Donc, ce passage entre la première situation et la deuxième situation, on a un écart inflationniste ou le gap inflationniste. Pour Keynes, la réaction des prix, c'est une réaction automatique pour regagner l'équilibre, puisque lorsqu'il y a une pression sur la demande et un déséquilibre entre la demande et l'offre, et la demande est supérieure de l'offre, dans ce cas-là, les prix augmentent juste pour avoir cet équilibre. Pour Marx, on a qualifié la théorie marxiste concernant la cause de l'inflation en tant qu'une théorie extrémiste, parce que pour Marx, la cause principale de l'inflation, c'est le système capitaliste. Car le système capitaliste permet de s'accaparer de la majorité des facteurs de production, donc il y aura un monopole concernant les facteurs de production. Le système capitaliste a la possibilité de déterminer le prix d'une manière unilatérale, discrétionnaire. Cela permet au système capitaliste d'imposer sa loi, c'est-à-dire dominer le processus de création et d'appropriation de la plus-value. Il permet aussi de déterminer le prix d'une manière discrétionnaire, ce qui peut être une cause parmi les causes de l'inflation. Maintenant, on va passer aux causes de l'inflation d'une manière plus réelle, loin de ce qui est théorique. Donc, pour l'inflation, on peut parler de plusieurs causes d'inflation. On peut parler de l'inflation par la demande, par les coûts, par la monnaie, par le monopole et même l'inflation structurelle. Lorsqu'on parle de l'inflation par la demande, on a généralement ce problème de déséquilibre entre l'offre globale et la demande globale. Lorsque la demande globale est supérieure à l'offre globale, et bien sûr dans le cas où on n'a pas les possibilités d'augmenter la capacité productive ou d'avoir une offre qui peut répondre à la demande pour regagner l'équilibre, dans ce cas-là, on a de l'inflation.
Pour l'inflation par les coûts, l'équation ou l'équilibre ou l'analyse offre-demande globale va être remplacée par le modèle coût, profit, prix et production. Pour l'inflation par les coûts, si on a une augmentation des coûts de production, l'entrepreneur ou l'entreprise en général a un choix en cas d'augmentation des coûts de production. Soit augmenter le prix de vente et avoir une stabilité en termes de marge bénéficiaire, à savoir il garde le même profit, soit il va laisser le prix stable et il va subir la diminution de profit. Donc généralement, l'entreprise fait le choix de répercuter les augmentations des coûts sur les prix de vente pour garder la même fourchette de profit. C'est pour cela on parle plutôt de l'inflation par les coûts. Parce que si les coûts augmentent, il y aura une augmentation des prix. Maintenant, on va laisser le modèle coût, profit, prix, production et on va analyser le couple salaire-productivité. Dans ce cas-là, on va évoquer cette relation entre les salaires et la productivité. Parce que si on est dans une situation où les salaires sont supérieurs à la productivité de travail, dans ce cas-là, il y aura une perte. Il y aura une perte. Il y aura une perte puisque les coûts de production vont augmenter. Généralement, les salaires doivent être inférieurs ou égal à la productivité. C'est pour cela, avant toute augmentation de salaire, on doit calculer tout d'abord la productivité. Donc, dans ce couple, dans cette analyse de salaire-productivité, si les salaires sont supérieurs à la productivité du travail, on aura une augmentation bien sûr de coûts de production qui va engendrer une augmentation des prix. Donc ça sera une cause parmi les causes de l'inflation. On a aussi l'inflation par la monnaie qu'on a évoquée avant, donc qui se base généralement sur ce problème de non-proportionnalité entre l'augmentation de l'offre de la monnaie et la croissance économique et la croissance de la capacité productive. Donc c'est pour cela les monétaristes pensent qu'il faut réglementer, avoir une règle d'augmentation annuelle qui est proportionnelle à la croissance économique, à l'augmentation de la capacité productive, parce que pour les monétaristes, le problème se localise dans le fait que la demande augmente et l'offre n'a pas cette possibilité d'augmenter pour répondre à cette demande. Donc il y aura toujours cette suprématie de la demande sur l'offre. Donc si on peut répondre, si on a une augmentation de la demande et on peut répondre à cette demande par une offre, en ce cas-là, il n'y aura pas une augmentation des prix, il n'y aura pas une inflation malgré l'augmentation de l'offre de la monnaie. Maintenant, pour l'inflation par les monopoles, on va évoquer deux types de monopoles. On a le premier type de monopole, c'est le protectionnisme contre la concurrence, et un deuxième qui concerne la pratique de marketing de marque. Pour le protectionnisme contre la concurrence, on sait que on a quelques entreprises, parfois étatiques, qui sont protégées de la concurrence. Si on prend l'électricité, le gaz, l'eau, ce type d'entreprise, ils ont la possibilité de déterminer le prix d'une manière unilatérale, discrétionnaire. L'absence de concurrence ne permet pas de tirer les prix vers le bas. Cette situation peut être une cause d'inflation. La même chose pour le monopole qui est issu ou dû à la pratique de marketing. On peut voir qu'on a des sociétés qui ont une stratégie
stratégie de marque, de publicité, de cloisonnement des marchés, à travers laquelle il permet d'empêcher les règles de jeu de concurrence. À travers cette stratégie, l'entreprise se trouve seule devant les clients. Dans ce cas-là, il peut limiter la production et déterminer le prix qu'il veut. Il n'y aura pas de concurrence. Ça peut être une cause parmi les causes de l'inflation. Pour l'inflation structurelle, on va évoquer une notion très importante, c'est la notion des rigidités nominales. Pour notre cas, on va parler des rigidités des prix et des salaires. On parle de rigidité, ça veut dire qu'il n'y a pas une flexibilité pour la fluctuation des prix et des salaires, parce que les prix et les salaires, on ne peut pas imaginer des tendances vers la baisse. Généralement, que ce soit les salaires ou les prix ont une tendance à la hausse qui est étalée sur le temps. Puisqu'on a une augmentation irréversible et une hausse irréversible des prix et des salaires, donc on parle des coûts de production, on parle d'une augmentation structurelle des prix qui va engendrer une hausse structurelle du niveau général des prix. Maintenant, on va parler des types d'inflation. Donc lorsqu'on évoque les types de l'inflation, on a plusieurs types. On va se contenter de quelques types d'inflation. On va parler de l'inflation courte, de l'inflation longue, de l'inflation rampante, de l'hyperinflation, de l'inflation de pénurie et de l'inflation réprimée. Si on parle de l'inflation courte, on peut dire qu'elle a une durée limitée dans le temps. On parle d'une durée entre 1 an et 3 ans, une intensité forte, entre 5 à 6%. On parle d'augmentation annuelle et elle a ce caractère cumulatif. Ça veut dire que la tendance est toujours vers la hausse. On n'a pas une stabilité, on n'a pas des baisses. Généralement, ce type d'inflation, elle est due à un déséquilibre conjoncturel, et soulignez bien ce qualificatif de conjoncturel, entre la demande globale et l'offre globale. Ce déséquilibre, et à cause des anticipations rationnelles, s'amplifie car le comportement des agents économiques permet d'amplifier ce déséquilibre car tout le monde cherche de ne pas avoir une perte de pouvoir d'achat. Dans ce cas-là, on a une fuite devant la monnaie. Une fuite traduite par des achats massifs en essayant, les détenteurs de la monnaie essayent de se débarrasser avant la dépréciation de la valeur de la monnaie. Il y a aussi des placements refuges. C'est pour cela on peut dire que un déséquilibre conjoncturel amplifié par un comportement ou des anticipations des agents économiques qui amplifient ce type d'inflation. L'inflation longue est due à des problèmes profonds, des problèmes économiques profonds qui causent ce type d'inflation. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y avait pas de fin pour cette inflation, mais on peut dire que ce type d'inflation peut avoir une fin grâce, bien sûr, une fin difficile, mais on peut avoir une fin grâce à l'application des dispositions politiques anti-inflationnistes et un temps suffisant pour l'apparition des résultats. Donc on parle des dispositions de politique anti-inflationniste, à savoir diminution ou ralentissement de la demande intérieure, restriction des crédits, budget équilibré, réduction de la dette publique et autres mesures économiques qui permettent de tirer le taux d'inflation vers le bas. Pour l'inflation rampante, on parle d'une inflation aussi étalée sur le temps, une inflation gré à gré. La différence entre l'inflation rampante et l'inflation longue, puisque les deux ne sont pas cumulatives et les deux sont étalées sur le temps, on parle de long terme, l'inflation rampante, elle est due ne pas à des problèmes profonds dans l'économie, mais des problèmes, on peut les qualifier de superficiels,
qui peuvent avoir ce type d'inflation. Alors, c'est déjà la différence entre l'inflation rampante et l'inflation lente. Pour l'hyperinflation, maintenant, on parle d'une inflation extrêmement forte. Et bien sûr, accompagnée d'un effondrement de la valeur de la monnaie. L'analyse traditionnelle parle d'une quantification de l'hyperinflation. On parle d'un rythme qui dépasse, un rythme de hausse d'inflation qui dépasse 50%. Mais bien sûr, d'autres économistes estiment que cette définition est insuffisante. On ne doit pas se limiter sur le caractère quantitatif. Donc on a ajouté d'autres critères pour parler de l'hyperinflation. Parmi ces critères, on parle d'une hausse exponentielle, incontrôlable et imprévisible des prix. On parle aussi d'une perte de cohérence entre les prix relatifs et la valeur. Donc, il n'y a pas une cohérence entre la valeur d'un bien et son prix relatif. Troisième critère, c'est que la monnaie nationale perd ses fonctions essentielles. Premièrement, il perd la fonction de réserve de la valeur et unité de compte, car la réserve de la valeur, on voit qu'il y a une chute et un effondrement de pouvoir d'achat. Donc on ne peut pas réserver la valeur dans la monnaie. En plus que on parle d'incohérence de la valeur d'un bien avec le prix relatif. Donc la monnaie ne peut pas jouer cette fonction d'unité de compte. On peut aller même plus loin. C'est que cette monnaie ou la monnaie nationale dans une situation d'hyperinflation, il ne peut pas jouer la fonction ou le rôle d'intermédiaire d'échange. On voit que dans quelques pays, on a essayé de limiter les échanges par la monnaie nationale et on a remplacé par d'autres monnaies étrangères. On parle de dollars généralement ou de dollarisation. Maintenant, on parle de l'inflation de pénurie. Donc, tout en évoquant cette inflation ou ce type d'inflation, on parle de la notion de goulot d'étranglement ou de goulet d'étranglement. Ça veut dire que on a un point où on a une pénurie, que ce soit une pénurie de matières premières ou de l'énergie ou même de la main-d'œuvre. Dans ce cas-là, on a un blocage dans le processus de production. Cela va bien sûr engendrer une diminution de la quantité produite, de l'offre, qui va donner une situation, bien sûr, de hausse des prix, puisque la demande elle est stable, en équilibre, on a une égalisation entre la demande globale et l'offre globale. Si on a une pénurie, on a cette pénurie en termes des inputs, il y aura une diminution de l'offre. Dans ce cas-là, la demande va devenir supérieure à l'offre et ça va causer une hausse des prix, une inflation. Pour l'inflation réprimée, on peut dire que toutes les circonstances et toutes les conditions de l'inflation sont présentes. Mais les autorités empêchent cette inflation de se produire en réglementant les prix et en exigeant un rationnement de consommation. Dans ce cas-là, on parle d'une demande qui est supérieure à l'offre. Généralement, dans le cas général, pour répondre à cette demande, il y aura une augmentation des prix. Mais si l'État intervient pour réglementer les prix et rationner la consommation ou la demande, ce type d'inflation va se manifester bien sûr si les prix sont réglementés et administrés et
la demande est rationnée, il va se manifester par les files d'attente et les coûts. Donc ce sont des signes qui ne prouvent pas la pénurie absolue, mais tout simplement une demande rationnée. C'est l'inflation réprimée. Maintenant, on va parler des conséquences d'inflation. On va parler des conséquences d'un niveau bas d'inflation et les conséquences d'un niveau élevé d'inflation. D'une part, un bas niveau d'inflation va encourager la consommation et l'investissement. Il est bénéfique à l'économie. Mais une autre chose, c'est que un niveau bas d'inflation, il donne une certaine assurance. Ça veut dire que les agents économiques, que ce soit les consommateurs ou les investisseurs, pensent que il y a une stabilité qui va durer. Pour cela, ils se focalisent plutôt sur les projets de long terme au détriment du court terme. Il y aura à court terme une récession pour étaler la croissance à long terme, puisque les gens ne se précipitent pas, puisqu'on est en situation de stabilité, les gens ne se précipitent pas, que ce soit dans la consommation et ou dans l'investissement. Pour cela, on a une orientation plutôt sur le long terme au lieu de court terme. Pour un niveau élevé de l'inflation, la première conséquence, c'est qu'il y aura une diminution de pouvoir d'achat. La monnaie va se déprécier, va perdre sa valeur. Une deuxième des choses, c'est que cette perte de valeur va pénaliser les détenteurs de revenus fixes. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de répercuter cette perte de pouvoir d'achat ou cette augmentation de prix sur un consommateur. Mais bien sûr, cette même situation, elle est bénéfique pour les agents endettés parce qu'ils vont voir que leur dette va baisser, la valeur de leur dette va baisser. Toujours dans les conséquences d'un niveau élevé d'inflation, on va parler de l'incertitude. Cette incertitude, elle est néfaste pour l'économie parce que il sera difficile de prendre des bonnes décisions sur le plan économique. Ça va engendrer des perturbations économiques, que ce soit dans la partie consommation ou dans la partie investissement. Aussi, un niveau élevé d'inflation va creuser davantage le déficit dans la balance commerciale. Comme vous savez, une hausse des prix, une inflation, une perte de pouvoir d'achat va encourager les importations au détriment des exportations, car les prix domestiques seront supérieurs aux prix étrangers. Généralement, il y aura une diminution des exportations. Et puisque les prix domestiques sont supérieurs aux prix étrangers, il y aura une tendance d'augmenter les importations. Donc, une diminution des exportations, en plus une augmentation d'importations, ça va creuser davantage le déficit de la balance commerciale. Enfin, un niveau élevé d'inflation encourage le placement spéculatif au détriment des investissements productifs. Dans ce cas-là, les placements refuges vont prendre la place des investissements rentables et ce n'est pas bénéfique pour l'économie. On va s'arrêter sur ce point. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon courage.